Alors, c'est la première table ronde, transformer la contrainte en action. Cette formule, elle résume un petit peu tout le défi qui sera face à nous durant ces 2 jours. Peut-être que vous connaissez la formule de Shakespeare, ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser. Alors, à l'heure où le climat est encore évocateur pour beaucoup de personnes de désavantages compétitifs, d'excès de normes et pour d'autres de fiscalité et d'écologie punitive, comment trouver le sens et les ressources pour agir? Sacré projet, et je suis très content d'être si bien entouré par un profil de panel si complémentaire aujourd'hui. Et on va commencer avec vous, François Gémen. François Gémen, vous êtes directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège. Vous êtes co-directeur de l'Observatoire Climat et Défense à l'IRIS et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Et professeur à HEC. Et professeur à HEC. Alors que le thermomètre continue de grimper et que la transition écologique reste encore trop souvent dépeinte de façon négative, comment sortir de l'impasse de l'inaction? Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, vous l'avez très justement dit, on a volontiers tendance à dépeindre encore l'action climatique comme une contrainte qui d'un coup nous tomberait sur les épaules. Et je suis frappé de voir que dans les débats publics, généralement, la manière dont on va présenter les choses, c'est comme une liste de coûts supplémentaires à supporter, comme une liste d'efforts à fournir, de sacrifices à consentir, de renoncements à accepter, c'est-à-dire une liste de choses dont personne n'a envie. Et donc le résultat de ça, c'est que comme ça nous apparaît comme une contrainte, on va d'une part avoir tendance à essayer d'en faire le moins possible, parce que personne évidemment n'aime se plier à la contrainte, et c'est aussi quelque chose qui va nous diviser, parce qu'on va toujours avoir l'impression que cette contrainte est inéquitablement répartie entre les riches et les pauvres, les jeunes et les vieux, les urbains et les ruraux, etc., etc. Je crois que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de parvenir à transformer ce qui nous apparaît comme une contrainte en un projet. Un projet qui, d'une part, va nous conduire à en faire le plus possible, parce que c'est quelque chose auquel nous aspirerons, et un projet qui va nous rassembler et qui va constituer une sorte de nouveau contrat social. Et pour ça, il faut évidemment, je crois, un nouveau projet économique. Et ce projet économique, il nous est indiqué très clairement par l'accord conclu à la fin de la COP28, c'est le projet d'une économie décarbonée, c'est le projet d'une économie neutre en carbone à l'horizon 2050, et c'est donc aussi le projet d'un mix énergétique global qui soit complètement décarboné. Mais pour y arriver, je crois qu'il va absolument falloir renverser la table de la communication sur ce sujet. Parce que je suis frappé de voir que tous les messages qu'on a au sujet du changement climatique sont toujours des messages d'alerte, des messages plombants qui soulignent à quel point la situation est grave et à quel point il y a urgence à agir. Je pense qu'on a dépassé ce stade aujourd'hui. Et je pense que les messages d'alerte, en réalité, peuvent parfois même être contre-productifs et plomber nos capacités d'action. Pourquoi? Parce qu'on insiste sans cesse sur les risques qui seraient associés à l'inaction. On dit aux gens, si vous n'agissez pas, voilà les 7 plaies d'Égypte qui vont s'abattre sur la France. Mais par contre, on n'insiste jamais sur les intérêts, sur les bénéfices qu'il y a à agir. Et même si nous voudrions nous voir plus vertueux que nous le sommes, même si nous voudrions imaginer que nous sommes mus par de grandes valeurs, la réalité c'est que souvent nous sommes guidés par nos intérêts. Et donc je pense qu'il faut absolument insister sur les intérêts qu'il y a à agir. Et l'intérêt immédiat, vous le savez bien, vous qui venez ici à ce salon et à cette réunion, c'est évidemment aussi dans les énergies renouvelables. Il n'y a pas que ça, mais les énergies renouvelables font partie, je dirais, d'un des éléments où vraiment il y a un intérêt immédiat, y compris un intérêt financier, à agir. Et je crois que c'est vraiment en poussant et en accélérant cela qu'on va pouvoir y arriver. Et je suis frappé de voir à quel point le discours est aujourd'hui souvent dominé par des prophètes de malheur qui vont jouer sur des peurs, sur du défaitisme. Combien de fois n'entend-on pas que la transition est impossible, qu'on ne veut pas y arriver, que ça va nécessiter trop de matériaux, que ça va être trop gourmand, que c'est un grand complot capitaliste, etc. Il faut arrêter avec tout ça, sincèrement. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, non seulement moi je suis convaincu que nous pouvons arriver à réussir cette transition, mais que nous sommes en train de le faire. Que sait-on par exemple aujourd'hui que les montants investis dans les énergies renouvelables en 2023, c'était 1700 milliards de dollars, et que ce qui a permis, je dirais, le changement et ce qui a permis que les investissements dans les renouvelables dépassent les investissements dans les énergies fossiles,
C'est l'accord de Paris que nous aimons tant brocarder aujourd'hui. Sait-on que grâce aux renouvelables, les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni sont aujourd'hui retombées à leur niveau du XVIIIe siècle, que la dernière fois que le Royaume-Uni avait un niveau si faible d'émissions, c'était quand la reine Victoria était sur le trône. Et donc il y a quand même toute une série d'exemples qui nous montrent aujourd'hui qu'on peut y arriver. Simplement aujourd'hui, l'enjeu c'est d'accélérer, et en particulier, et je le dis à ceux d'entre vous qui sont des investisseurs, d'accélérer la transition énergétique, pas seulement chez nous, mais aussi dans les pays du Sud. Et qu'il y a un vrai enjeu à ne pas uniquement décarboner notre économie, notre mix énergétique, sinon nous risquons de nous retrouver dans une sorte d'îlot décarboné au milieu d'un océan de carbone, et qu'il va falloir investir massivement dans la transition énergétique des pays du Sud. Sinon, le risque, c'est évidemment qu'ils empruntent la même trajectoire de développement que celle que nous avons empruntée avant eux, une trajectoire fondée sur l'extraction des énergies fossiles, et dans ce cas-là, on se retrouvera gros gens comme devant dans 20 ans. Merci beaucoup pour ce propos fort. Alors, vous avez parlé des énergies renouvelables et de la nécessité d'un mix énergétique décarboné. Laetitia Brottier, ça me permet de me tourner vers vous. Vous êtes vice-présidente d'Enerplan, qui est le syndicat de l'énergie solaire renouvelable. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre les différentes dimensions qui font de l'énergie solaire une partie de la solution? Et comment est-ce que, comme citoyens, mais aussi comme organisation, nous pouvons nous en saisir? Donc bonjour à tous. C'est vrai que moi je vais vous parler solaire. Alors pourquoi solaire? Déjà, il faut savoir que le rapport du GIEC insiste sur le fait que le solaire a vraiment un fort potentiel, peut-être le plus fort potentiel de contribution à la réduction nette d'émissions. Si on revient en France, on entend souvent « Ah, mais pourquoi mettre du solaire? On a déjà une électricité bas carbone en France. » Donc il faut arrêter ce mythe. Aujourd'hui, quand on a de l'électricité solaire en France, on contribue à la réduction globale des émissions européennes, puisque en fait les électrons ne s'arrêtent pas aux frontières. On a un réseau qui est interconnecté, et les récentes études nous montrent qu'on peut économiser 238 grammes de CO2 par kilowattheure solaire installé en France. Donc, pour vous rendre compte, c'est autant que si on mettait du solaire thermique et qu'on évitait de brûler du gaz pour faire de l'eau chaude. Donc, c'est vraiment significatif de mettre du solaire en France. Et d'ailleurs, c'est la principale raison pour laquelle il faut aller vers du solaire, parce qu'on n'est pas encore à avoir un îlot décarboné autour de nous, on en est encore loin. Au niveau de solaire, on a aussi cette chance de pouvoir contribuer à une certaine résilience, parce qu'on risque d'avoir quand même un climat plus difficile, et je pensais notamment à l'agrivoltaïsme, qui est la possibilité de rendre vraiment une synergie pour avoir une agriculture qui soit protégés grâce à des panneaux solaires pour avoir finalement des plantes qui vivent mieux. Donc c'est l'occasion à la fois de décarboner, d'avoir une certaine résilience en mettant du solaire en France. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle parce que ça a vraiment une synergie avec d'autres problématiques. Déjà, ça n'a pas d'impact sur la biodiversité. On est souvent sur des zones anthropisées, par exemple. Et donc, c'est quand même un enjeu aussi, au-delà du changement climatique. On a aussi cette chance que le solaire peut, et on en parlait, a cette chance d'être moins cher que les énergies conventionnelles. Donc, vraiment, on a tout intérêt à y aller. Donc, on voit aujourd'hui, on a une vraie envolée des factures. Moi, quand j'ai commencé, en 2010, dans l'énergie solaire, on était à 12 centimes d'euros le kilowattheure. Aujourd'hui, je le paye 25 centimes d'euros le kilowattheure. Ça a doublé en 14 ans. Donc, vraiment, l'énergie solaire permet de réduire cette envolée des factures. Donc, ça décarbone, ça fait une résilience et ça nous protège de l'envolée des factures. Donc, vraiment, tout intérêt à y aller. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bien sûr, ça contribue même individuellement à une indépendance énergétique, et ça, on en a aussi besoin. On voit avec la crise en Ukraine le besoin d'être indépendant au niveau français. Alors la question est de savoir, est-ce que les conditions sont réunies? Puisque je vous incite vraiment à y aller. J'allais dire oui, on a cette chance en France d'avoir à la fois une espèce de carotte et bâton. On a des obligations avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, d'installer pour des parkings ou des toitures de plus de 500 mètres carrés, d'ici à 2028, des panneaux solaires. Et on a la chance d'avoir aussi, depuis 2021, un cadre structurant qui nous donne des tarifs d'achat, des primes à l'autoconsommation. Alors, en fait, toutes les installations seront rentables. Donc, il y a les obligations et c'est rentable en face. Allez-y.
est-ce qu'il y a des améliorations possibles? Bien sûr, ne serait-ce que ce cadre, on l'a vu, il a eu du mal à s'adapter aux nouveaux enjeux économiques l'année dernière. Donc, il y a des améliorations qui restent nécessaires. On a d'ailleurs un tout nouveau arrêté tarifaire depuis le 5 mars qui nous a changé un peu pour améliorer le cadre. Donc ça, c'est le côté très pratique, les tarifs d'achat évoluent. On a besoin aussi que ces tarifs soient accessibles facilement jusqu'à 1 gigawatt. Aujourd'hui, c'est 500 kilowatts. Ce n'est pas suffisant pour tous les projets. Et j'ai en tête une autre amélioration. C'est sûr que si on pouvait simplifier l'accès à l'autoconsommation, ça serait un vrai progrès parce qu'aujourd'hui, faire de l'administratif, franchement, pour avoir du solaire, ça ne donne pas non plus un grand envie. Donc ça, c'est simple à faire, mais simplifier, ça serait vraiment... Par exemple, je pense à cette TVA qui est bloquée à 3 kilos, qui est complètement absurde. Voilà, ça serait notamment un axe de simplification. Je veux porter quand même un message. Aujourd'hui, le solaire, je vous ai dit, il y a beaucoup de choses en place. Par contre, il y a vraiment une catégorie qui est vraiment oubliée, c'est les précaires. Aujourd'hui, les précaires n'ont pas accès au solaire. Donc vraiment, rendre accès au solaire aux précaires, ça serait une question de justice. En fait, finalement, les précaires, c'est eux qui sont le plus impactés par l'inflation, c'est eux qui sont le plus impactés par même les conséquences dramatiques du changement climatique. Donc c'est vraiment à eux qu'on devrait apporter cette solution en premier, et le cadre n'est pas en place de ce côté-là. Néanmoins, il y a quand même déjà pour tout un chacun des possibilités d'agir, bien sûr. Vous pouvez, que vous soyez particulier, entreprise, ou enfin, quel que soit le titre auquel vous intervenez, vous pouvez vous équiper déjà en panneaux solaires. Ça sera une première bonne étape. Et je pense notamment aux collectivités. Moi, je rêve d'un programme 36 000 communes solaires parce que vraiment, chaque commune a à y gagner pour la décarbonation, pour ses finances. Et si votre toit n'est pas adapté, et c'est possible, vous pouvez toujours rejoindre un financement participatif. Il y a beaucoup d'installations qui sont ouvertes avec des financements participatifs. Vous pouvez aussi rejoindre une autoconsommation collective. Je ne sais pas si vous connaissez. Le principe de l'autoconsommation collective, c'est que quelques personnes ont déjà des panneaux solaires, mais finalement, ils ne consomment pas tout pour eux. Il en reste. Et là, ils peuvent le partager avec des voisins. Et ce voisin, ça peut être vous. Du coup, ces autoconsommations collectives, ça crée du lien de proximité en plus. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller les rejoindre ou à les créer. Bien sûr, vous avez la possibilité aussi de rejoindre des fournisseurs qui ont particulièrement du solaire dans leur mix. Et je pensais aussi à cette association Sol Solidaire. Vous pouvez aussi faire un don. Cette association Sol Solidaire, justement, elle s'est posé la question de la précarité et elle transforme les dons en installations gratuites chez des bailleurs sociaux pour que des précaires puissent avoir de l'électricité solaire gratuite. Voilà. Un dernier point et un dernier enjeu sur notre secteur du solaire, on a besoin de bras. Donc voilà, on a notamment, nous, chez Dualsun, qui est mon entreprise, donc je suis élue chez Enerplan, le syndicat, une académie qui nous permet de vous former comme installateur. Il n'y a que 3% des électriciens qui sont aujourd'hui photovoltaïciens. Il nous faut atteindre les 100%. Donc venez, vous êtes bienvenus, que vous soyez conducteur de travaux, ingénieur, trader, on a besoin dans le solaire. Pourquoi ? Parce que pour le solaire, vous avez vu, ça nous permet de décarboner, d'être résilient et de baisser les factures. Donc bienvenue. Si je peux juste me permettre un tout petit mot sur l'agrivoltaïsme. Parfois, l'état des débats dans ce pays me désespère. On a eu récemment la crise des agriculteurs, dont le motif fondamental est quand même que les agriculteurs ne parviennent plus aujourd'hui, pour beaucoup, à tirer un revenu décent de leur travail, qui est souvent un travail très dur et laborieux. Et on a opposé dans les débats les questions d'agriculture et les questions d'écologie, sans se rendre compte que grâce à l'agrivoltaïsme, il y avait la possibilité pour les agriculteurs non seulement de mieux protéger leur culture face aux fortes chaleurs, et donc de les rendre plus résilientes, mais également de produire de l'électricité qu'ils allaient pouvoir revendre sur leur réseau et leur apporter des revenus complémentaires. De la même manière qu'on aurait pu parler des capacités de stockage des sols et de la possibilité de générer des crédits carbone qui leur auraient apporté des revenus complémentaires. Et donc si on pouvait un instant se focaliser sur les solutions et la manière dont on peut, en quelque sorte, actionner tous ces leviers, les progrès énormes que l'on ferait, plutôt que de rester dans des polémiques stériles. C'est dit. Voilà, c'était juste un petit mot. Eh bien, c'est bien entendu. Et alors, s'il y a bien quelqu'un qui n'oppose pas agriculture et écologie, c'est vous, Arash Derambarch. Vous êtes adjoint au maire de Courbevoie en charge du développement durable. Vous êtes extrêmement mobilisé sur le gaspillage alimentaire. Vous êtes à l'initiative de la loi sur le gaspillage alimentaire de 2016, ce qui vous a valu d'obtenir le prix Win-Win, qui est l'équivalent du prix Nobel pour le développement durable. Alors, Arash Derambarch, en quoi ce combat du gaspillage alimentaire est lié
au changement climatique et comment vous y êtes pris pour aller au-delà de l'ambition de la loi, notamment au niveau local. Et comment est-ce qu'on essaime tout ça? Merci Antoine. D'abord, merci à l'équipe de Power qui fait un travail extraordinaire. Et je me permets humblement au nom de tous les participants ici de le dire. Merci pour votre invitation et de réunir des personnes aussi influentes, incroyables autour d'une table. Moi, je le dis vraiment, c'est une vraie chance. L'accès au savoir, c'est une force exceptionnelle que nous permet encore la France et c'est tant mieux. La deuxième chose, c'est que le fait de me retrouver autour de vous ici, c'est que d'abord, ça part d'une initiative personnelle. Moi, j'avais faim. J'étais étudiant. Mes parents avaient quitté l'Iran en 1979. On a mené notre petit bonhomme de chemin. À 18 ans, j'ai pris mon indépendance. J'étais étudiant, je gagnais 800 € par mois lorsque je menais mes études. J'allais à la banque alimentaire, très discrètement, et au Resto du Cœur. Et ce qui était très difficile pour moi, c'était d'avoir une forme d'indignité d'aller chercher les invendus alimentaires. Et je me suis dit, au lieu d'insulter l'État, de dire que la France, c'est un pays nul, je me suis dit, on va essayer de positiver l'énergie. Je suis parti d'un constat, en me faisant élire il y a 10 ans, en 2014, c'est que les supermarchés jetaient quasiment entre 20 à 40 kilos de nourriture consommable dans les poubelles tous les soirs. C'est une aberration. Pourquoi une aberration? Parce qu'en face de cela, il y a plus de 10 millions de Français qui, le 15 de chaque mois, n'ont plus d'argent sur leur compte en banque. Je suis parti de ce constat, très simple. Nous avons monté une pétition assez rapide, en 2015, avec Mathieu Kassovitz et d'autres personnalités. Cette pétition est devenue une puissante pétition, plus de 200 000 signatures, et j'en ai monté une deuxième européenne, qui est aujourd'hui la plus grosse pétition européenne en matière de développement durable en Europe. Plus d'1,7 million de signatures soutenues par la Croix-Rouge française Action contre la faim et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour demander qu'une loi soit votée qui demande aux supermarchés de ne plus jeter leurs invendus alimentaires, mais de le redonner aux associations caritatives. Une chose très simple, aussi banale, mais qui a une efficacité. La loi elle a été votée en 2016. Résultat direct, plus de 10 millions de repas consommables ont été donnés aux associations caritatives, puis aux démunis. Une hausse de plus de 22% du don alimentaire. Ça, c'était quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que ça confirme 2 rapports. Je vais rejoindre ce que dit François Gemène, ici présent, qui est rédacteur quand même de la 6e rapport du GIEC. Moi, je vais me... 5e, pardon. Non, pas tout seul. Mais je devance forcément, parce qu'il y aura forcément un autre rapport qui va sortir de vous, aussi brillant que vous êtes. Donc il y aura forcément un 6e ou un 7e, j'imagine. Mais en tout cas, pour le 5e... 6e. Bon, pardonnez-moi. 6e, on y arrive. Hein. Il y a 2 rapports sur lesquels moi je me fonde. Le rapport de Drawdown de 2020, je le dis sous votre autorité, M. Joven, et le rapport du GIEC d'avril 2022. 3 leviers sont nécessaires, ou en tout cas souhaitables, pour combattre le réchauffement climatique. Dans ces 3 leviers, l'un des 3 leviers, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce que nous faisons participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Nous avons une chaîne alimentaire. Production, transformation, distribution, consommation. On a un problème, c'est que les producteurs aujourd'hui, on l'a vu encore dernièrement au sein de l'agriculture, sont pris en tenaille sur 3 points. La quantité, la qualité et la fixation des prix. Par un lobby de la grande distribution, avec qui il faut travailler, mais il ne faut pas les contraindre de façon négative. Là où je rejoins François Gemène, c'est qu'il dit il ne faut pas critiquer, il faut avancer maintenant. Il a raison, je le rejoins. C'est dépassé, c'est démodé. La critique, c'est fini. C'est pour ça que moi, je suis toujours en porte-à-faux et je suis toujours très mal à l'aise quand j'entends des analyses qui sont faites sur les plateaux de télévision par des personnes qui viennent et qui disent « tout va mal ». Non, il faut avancer maintenant, il faut faire des propositions, il faut être des faiseux. C'est pour ça que j'aime le discours de François Gemène, c'est parce que lui, il a envie de se projeter sur le coup d'après. Le coup d'après, c'est de mettre en place un système qui soit vertueux. Le système vertueux, il est lequel? À Courbevoie, nous avons mis en place, nous avons adapté la loi, qui est très simple, c'est les supermarchés de plus de 400 mètres carrés sont dans l'obligation de donner les invendus alimentaires. Nous, à Courbevoie, on s'est dit,
On ne va pas rentrer dans la contrainte, on va rentrer dans la discussion, dans le débat, dans l'échange et dans l'interaction. Nous avons fait voter des chartes chaque année. Les Nations Unies, la FAO, est venue là le 2 février dernier à Courbevoie et a proclamé que Courbevoie, notre ville, dans laquelle vous êtes ici, et nous sommes très heureux de vous accueillir. Certains diront que c'est plus tôt, mais pour nous, c'est Courbevoie. C'est pas grave. Mais on reçoit aussi un peu de taxes professionnelles, donc je préfère le dire, je prêche pour ma paroisse. Même si Madame le maire de Puteaux était hier ici, on va dire, voilà. Mais nous avons sauvé 400 000 repas en 4 ans. Je n'ai pas entendu Carrefour, Leclerc, Monoprix s'esclandre. Pourquoi? Parce qu'on les a mis autour d'une table, on leur a dit, voilà, écoutez, nous avons un système qui ne marche pas, des gens ont faim, il y a un système économique qui est complètement obsolète, dépassé, nous allons nous mettre autour d'une table. Nous avons fait voter des chartes chaque année. Nous avons intégré dedans les supermarchés, la restauration hospitalière, la restauration collective, la restauration scolaire, tous les commerces de bouche. L'année prochaine, ça sera les EHPAD. Voilà un laboratoire pour la transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas simplement, et c'est important, le solaire, on va dire tout ce qui touche aux biens immatériels et matériels, bien sûr. Mais la nourriture, c'est ce qui nous rassemble tous ici. Si nous n'avons pas la possibilité de manger de façon vertueuse, nous irons à notre perte. Le président Obama l'a dit hier, il parlait d'obésité. Mais je parle aussi, moi, de façon plus large, sur les maladies cardiovasculaires, les cancers, ainsi de suite. Quand une personne a faim, ou elle n'a pas de quoi s'alimenter, et que lorsqu'en face de cela, vous avez de la nourriture consommable qui est jetée dans une poubelle, c'est que cette société va très mal. Nous, en tant qu'élus, on n'a pas à être interventionniste. On doit laisser les entrepreneurs, les acteurs faire leur travail. Le travail des élus, comme je suis, c'est d'organiser une société avec des cadres, de l'éthique et de la justice. J'ai entendu ce mot. Il faut, effectivement, ça m'a interpellé d'ailleurs ce que tu as dit, Laetitia, sur les précaires. Ça, c'est très important. L'élu ici n'est pas là pour intervenir, il est là pour organiser. Et ensuite, on laisse les gens faire leur travail. Voilà, je ne voulais pas être trop long, juste dire voilà, que je suis très honoré d'être à vos côtés. Merci Arash Derambarche. Alors dans votre intervention, vous avez parlé des faiseux. Et s'il y a quelqu'un qui les côtoie au quotidien, c'est bien vous, Enora Hamon, puisque vous êtes directrice générale adjointe de la fondation La France s'engage, dont le but est de promouvoir l'engagement de la société civile dans des initiatives innovantes, solidaires et utiles au plus grand nombre. Donc on retrouve cette question de justice. Vous détectez et récompensez les projets les plus innovants sur le développement durable. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de projets que vous avez repérés et qui portent cet objectif de transition écologique? Bonjour à toutes et tous. Peut-être avant de revenir sur ces exemples très concrets, je voudrais revenir sur la problématique de notre table ronde. Parce qu'en fait, quand on parle de contraintes, elles pèsent aujourd'hui sur les États, sur les entreprises, mais aussi sur les plus favorisés, ceux qui ont l'impression qu'ils vont être les grands perdants de la transition écologique. Plus d'avions, plus de viande, plus de clim, plus de piscine, etc. Mais en fait, pour les plus vulnérables, cette contrainte, en fait, elle existe déjà. Et il y a une vraie urgence, je pense, à transformer justement l'urgence environnementale en progrès social. Et donc, ce n'est pas pour renommer la table ronde, mais c'est plutôt l'objet de mon intervention. On l'a bien vu, la crise des Gilets jaunes, ce qu'elle a mis en avant, c'est que des personnes qu'on a poussé à consommer, à construire un modèle de vie basé sur la croissance et la consommation, à un moment donné, on leur a dit « Ah bah désolé, finalement, il va falloir changer, mais en fait, vous êtes toujours précaire, vous n'êtes pas enrichi. » Et donc, on voit bien qu'il y a un sujet à la fois entre l'urgence environnementale et le progrès social. Et donc, évidemment, est-ce qu'il y a une recette magique? A priori, pas complètement, mais il y a quelques éléments, quelques ingrédients. Il faut évidemment une volonté politique au niveau des États, mais aussi au niveau des collectivités, bien sûr. Il faut des financements privés et publics, c'est important de le dire, et il faut des acteurs de terrain. Donc, on a une petite tendance dans ce genre de situation à se renvoyer la balle, personne n'est complètement responsable, mais finalement, on a tous un peu quand même notre part de responsabilité. À la France s'engage, on porte un projet d'identifier l'innovation sociale partout sur les territoires, justement parce que c'est souvent ce dernier kilomètre, ce sont souvent les bénéficiaires qui se passent sous les radars des dispositifs publics ou privés existants qui ne sont jamais touchés par les dispositifs qui existent.
Et donc la France s'engage, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique depuis 2017, qui a fait suite au programme gouvernemental du même nom, qui avait été lancé en 2014 par François Hollande quand il était président de la République, et qui met aujourd'hui autour de la table une coalition d'entreprises qui sont engagées en faveur de l'innovation sociale et environnementale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde se met autour de la table, personne ne se renvoie la balle et chacun contribue. Évidemment, les entreprises, autour de la table, on a Total Energy, BNP Paribas, Artemis, des mutuelles, Engie. Évidemment, les financements des entreprises sont importants. Mais ils ne font pas le travail du fameux dernier kilomètre des associations de terrain. Et donc, pour vous donner quelques exemples, j'ai essayé de chercher des exemples qui permettaient d'allier transition écologique, mais aussi formation et éducation, insertion professionnelle et emploi, et surtout inclusion et émancipation. Parce que le point commun de tous les projets dont je vais vous parler, ce sont des projets qui permettent à ces fameux bénéficiaires, d'ailleurs je déteste ce mot, mais qui permettent à ces bénéficiaires de devenir des acteurs, devenir parfois des experts et même des sachants. Je vais vous prendre un premier exemple du réseau Être. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir son fondateur demain après-midi, Frédéric Matisse. C'est un projet qui est né en Occitanie, dans un village qui s'appelle La Hage. Le réseau Être, ça veut dire quoi? École pour la transition écologique. Le constat, il est simple. Chaque année, 100 000 jeunes sortent du système scolaire, sont sans emploi, sans formation. Il va falloir inventer 1 million d'emplois pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Donc en fait, le projet, il est assez simple, c'est de remobiliser et de former ces jeunes éloignés de l'emploi et de la formation et de les former au métier de la transition écologique. Là où arrive notre coalition d'entreprises, c'est que ces jeunes, une fois qu'ils sont formés, il faut les embaucher. Vous avez besoin de compétences. Des associations permettent aujourd'hui de les former dans 21 écoles en France. Ça, c'est un premier exemple. Le second exemple, il est en Guyane. C'est un projet qui s'appelle Kuala-Faya. Donc la Guyane, c'est c'est le plus grand territoire de France. Personne ne sait vraiment où c'est sur une carte. Certains pensent que c'est une île. C'est surtout 97% de forêt amazonienne. Il y a des villages, notamment, qui sont très isolés, qui sont notamment sur les frontières du Suriname et du Brésil, le long d'un fleuve, des fleuves, qui s'appellent l'Oyapock et le Maroni. Ces populations-là, elles n'ont pas accès à l'électricité. Le projet de Kuala-Faya, c'est de former les habitants de ces villages les plus reculés à l'électrification de leur village et de pouvoir se rémunérer avec. En septembre, le patron d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, est allé rencontrer cette association. Et là encore, on voit bien que les forces collectives à tous les niveaux sont nécessaires pour qu'il y ait un vrai impact sur le terrain et auprès des bénéficiaires au bout de ces villages. J'ai un autre exemple qui est plus dans les quartiers populaires, dans les quartiers politiques de la ville. Vous connaissez peut-être l'association qui s'appelle Voisins Malins, qui va développer des réseaux d'habitants dans les quartiers pour les mobiliser sur des actions citoyennes. Ça peut être notamment se former à lutter contre la précarité énergétique. Là encore une fois, tout le monde est gagnant. En termes de pouvoir d'achat, forcément, ça a un impact. Les bailleurs sociaux sont aussi investis et finalement, tout le monde y gagne. Et enfin, un dernier exemple, on parlait de nourriture et je sais qu'en France, c'est très important, je voulais vous parler du projet des petites cantines. Les petites cantines sont des cantines de quartier, des restaurants participatifs qui vont réunir les habitants d'un quartier à cuisiner autour des invendus. Ils vont collecter tous les invendus alimentaires, ils vont cuisiner dans leur restaurant et ensuite chacun va pouvoir partager ce repas à prix libre. Et ils ont réalisé récemment une étude d'impact qui montre que quand on mange bien, on gagne de la confiance en soi, on gagne de la confiance dans les autres et aussi de la confiance dans l'avenir. Et donc finalement, on se dit oui, lutter contre l'isolement, évidemment c'est bien, mais ça a un vrai impact dans la société et dans la cohésion sociale. Voilà, et donc pour conclure, je l'aurais compris, penser inclusion, je pense que tout le monde y sera gagnant. Merci beaucoup. Merci Nora Hamon. Alors on boucle cette table ronde avec vous, Adrien Courret. Vous êtes directeur général d'AEMA Group, qui est un groupe mutualiste, investisseur et aussi entreprise activiste. Alors s'il y a bien un secteur qui est aux premières loges du changement climatique, c'est le secteur assurantiel. Comment est-ce que vous, en tant que groupe, comment est-ce que vous arrivez à transformer justement cette contrainte en action? Parce que cette contrainte, vous la voyez depuis des années et des années. Tout d'abord, bonjour à tous et très heureux de participer à ce panel de très haut vol. Et passer de la contrainte en action pour un assureur, c'est plus qu'une contrainte. Il faut bien comprendre que le changement climatique, dont il est un peu question ici implicitement,
pose une question vitale pour l'assurance. Est-ce qu'on pourra encore assurer demain, dans 20 ou 30 ans, pour un groupe comme le mien, qui est le 4e groupe d'assurance en France, qui est un groupe mutualiste, donc qui n'est pas détenu par des actionnaires financiers, mais par ces assurés qui représentent la population française. C'est un sujet qui est majeur. On estime que dans les 30 prochaines années, la charge des sinistres climatiques, qui peuvent toucher tout le monde ici, sera 3 fois supérieure à ce qu'elle a été ces 30 dernières années. Et on rentre dans des années, là, 2021, 2022, 2023, où les ressources des assureurs en assurance dommages ne suffisent plus à couvrir la charge de sinistre. Donc un point d'inflexion qui fait que la question qui se pose, la contrainte qui se pose, ce n'est pas tellement celle de la survie de l'assureur. Je ne pense pas que je vous tirerai quelques larmes sur le devenir des assureurs. Mais est-ce que demain, les populations pourront s'assurer? Est-ce que les territoires pourront s'assurer? Et des territoires où on ne peut plus assurer, c'est des territoires où les gens sont plus couverts s'ils veulent y vivre, sont plus couverts s'ils veulent cultiver, il y a la question de l'agriculture qu'on évoquait, ou s'ils veulent développer l'activité. Et donc pour nous, transformer la contrainte en solution, en action, c'est se dire comment on convertit ce risque en projet. Et la notion de projet est très importante. Et on part de ce que l'on connaît, nous, en tant qu'assureurs, c'est l'expertise du risque. Et on voit déjà des projets d'innovation, on est déjà dedans, qui peuvent être liés à cette question de l'adaptation, de l'habitabilité du territoire. Par exemple, nous avons mené, avec beaucoup d'assureurs, nous sommes en train de mener des études très concrètes sur comment faire pour que demain, les 10 millions de maisons qui peuvent être concernées par les risques de sécheresse, les effondrements liés au fait que le sol se rétracte et se regonfle, peuvent s'adapter. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse technico-technologique, il faut expérimenter concrètement avec des filières industrielles, avec des laboratoires. On a identifié des milliers de maisons sur le territoire et on est en train de tester différents paramètres pour se dire comment demain, pour tout type de maison, pour des grandes maisons, pour des maisons à destination publique plus populaire, ces situations-là peuvent exister. Et donc, c'est d'abord une source d'innovation, finalement, et ces projets-là qu'il faut porter. Deuxième observation, c'est des projets politiques que l'on peut initier. Et là-dessus, je voudrais prendre l'exemple vraiment concret des inondations qu'on a connues dans le Nord-Pas-de-Calais. Les 2 vagues d'inondations à la fin de l'année dernière. Et la première vague, on a eu un traitement médiatique qui était « Où sont les assureurs? Ils ne font pas leur travail ». Et puis il y a eu la deuxième vague qui est arrivée 10 jours après. Et là, je dirais que les vraies questions sont arrivées. C'est de dire, mais comment ça se fait qu'un territoire comme ça se retrouve aussi exposé, que des habitants se retrouvent aussi exposés? Et on s'est rendu compte que les questions qui venaient, c'était pourquoi a-t-on construit à tel endroit? Les infrastructures comme les canaux, comment ont-elles été faites? On s'est rendu compte que dans le cours de l'histoire, on avait détourné le cours de certaines rivières. En fait, des vraies questions collectives sont venues, qui ne sont pas que des questions d'assurance, qui sont d'abord des questions d'aménagement du territoire. Et là-dessus, nous avons un rôle en tant qu'experts de risque de lever le doigt, parce que nous savons les zones en France qui, dans 10, 15, 20 ans, vont être compliquées. Et donc nous, on a sans doute un rôle de dire il faut se rassembler, se mettre ensemble, filière industrielle, constructeurs d'infrastructures, collectivités locales, politiques. Et je me dis qu'un candidat à la présidentielle en 2027, s'il avait un beau projet de vivre ensemble à bâtir, ça serait autour de cette question de l'habitabilité, du vivre ensemble presque physique sur le territoire français. Et puis, troisième projet, ce sont des projets d'entreprise. Et nous, on s'est posé la question dans le groupe AEMA sur quel était le levier le plus directement actif pour faciliter, stimuler, aller plus vite vers les transitions. Alors l'assureur, il a des leviers, hein, on l'évoquait tout à l'heure. Notre groupe, et notamment la Massif, qui fait partie du groupe AEMA, a toujours fait partie historiquement des premiers assureurs, par exemple des installations photovoltaïques hein, dans les maisons individuelles, des mobilités électriques. Je dirais que c'est un levier classique, traditionnel, qu'il ne faut pas négliger, si on pense aux réassureurs, par exemple, qui sont les assureurs des assureurs, qui commencent à arrêter d'assurer, par exemple, les plateformes pétrolières. Hein, c'est un élément important. Et finalement, on s'est dit que notre levier principal, c'était notre politique d'investissement. Mais comment faire pour aller au-delà de ce qui peut paraître aujourd'hui très commun, qui est l'ESG, l'analyse extra-financière, sur lequel on a beaucoup progressé, l'investissement à impact, notamment François évoquait les pays du Sud. Eh bien, quand on a la chance d'être un groupe mutualiste, donc indépendant, on peut avoir une politique d'activisme actionnarial. C'est-à-dire choisir, même en ayant une part très minoritaire dans certaines entreprises, de bâtir des coalitions qui, assemblée générale après assemblée générale, ce que l'on fait maintenant depuis plusieurs années, vont militer pour que les entreprises, vont pousser pour que les entreprises aillent beaucoup plus en avant dans leurs engagements climatiques. Et une des actions que l'on a eues en fin d'année dernière a été de militer dans le cadre du projet de loi Industrie verte pour que le Say on Climate soit obligatoire aux assemblées générales des entreprises cotées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui fait hurler tout un tas de lobbyistes, notamment dans le monde patronal, mais qui pour moi va dans le sens de l'histoire.
De la même façon qu'aujourd'hui, il paraît naturel dans des assemblées générales de se prononcer sur la rémunération d'un dirigeant, c'est le say on pay, alors qu'il y a 15 ans, ça avait l'air totalement hérétique. De cette même façon-là, nous faisons partie des coalitions qui aujourd'hui représentent 10, 15, 20% de vote en assemblée générale, qui poussent pour ces éléments-là. Et donc ce levier de l'investissement, qui est pour moi le levier de transformation le plus important, c'est un élément qui est absolument majeur. Et donc notre projet à nous, notre solution à nous, c'est réfléchissons sur le rôle politique que nous pouvons aussi avoir, en particulier quand on est une mutuelle, et en particulier quand c'est aussi notre peau en tant qu'assureur qui est en jeu dans l'environnement climatique. Merci beaucoup Adrien Courret. Alors, avant de passer aux questions du public, je pense que Arash, vous aviez une réaction ? Je voudrais juste dire un mot sur la contrainte. Je vais vous donner juste un exemple très concret en 1 minute. Le changement, dans des domaines bien précis, passe toujours, souvent, par le rapport de force. Sur le gaspillage alimentaire en France, la Fédération de commerce et de la grande distribution ne voulait pas de la loi. En France, il faut savoir que 2/3 des supermarchés sont des indépendants, des franchisés. La loi les contraignait, ne voulait pas de la contrainte. Pourquoi ? Parce que la loi proposait une amende de 10 000 € en cas de jet de nourriture avec l'eau de Javel dans les poubelles. La loi, elle est passée. Il y a eu la guerre, c'est passé. Mais dans d'autres pays, il n'y a pas eu la contrainte. C'est ça qui est très intéressant. Quand je suis allé voir Matteo Renzi, personnellement, la loi, elle est passée dans 10 pays dans le monde à mon initiative. Mais lorsque je suis allé en Italie, Matteo Renzi, le Premier ministre italien, m'avait dit « Mais monsieur Darrenbach, nous, on ne peut pas mettre l'amende parce qu'ici, on a des lobbies comme Parmalat qui vont peser dans les débats. » Quand je suis allé dans les pays scandinaves, ils nous ont dit « Mais non, ici, nous, les débats, c'est la discussion à l'amiable. » Donc, vous voyez, la contrainte par l'action politique, elle se fait souvent de façon culturelle aussi dans les pays. Nous, en France, on est passé, mais c'est culturel, parce qu'on a eu des dizaines et des dizaines de régimes différents. On est passé souvent par la sueur et le sang. C'est une image un peu galvaudée, mais le rapport de force dans notre pays est aussi culturel. C'est le débat, c'est intéressant. Mais souvent, la contrainte, elle se fait aussi par là. Le changement se fait par là. Mais ça doit se faire toujours par le progrès social, et je rejoins Enora là-dessus. Pardon. Merci beaucoup. Alors, est-ce que dans le public, on a des questions pour nos intervenants ? N'hésitez pas à vous lever. Peut-être qu'un micro peut circuler. Merci. Donc Timothée Crionnet, maire d'une petite commune de 1200 habitants. Donc j'aimerais juste revenir sur plusieurs choses. Quand on parle des panneaux photovoltaïques, il y a une grosse différence entre ceux qui sont fabriqués en France et ceux qui viennent de Chine. Dans la table ronde d'avant, on nous a dit que 30% il y a 20 ans étaient fabriqués en France et maintenant c'est 3% par rapport à ce qui est installé en surface. Monsieur Jancovici, s'il était là, nous dirait qu'il faut 30 ans d'utilisation, d'usage de ces panneaux pour rembourser le bilan carbone de la fabrication, quand ça vient de Chine. Donc il y a un moment, enfin voilà, il faudrait aussi mettre des règles pour que les panneaux soient fabriqués en France. Excusez-moi, j'ai la voix qui tremble, je ne suis pas habitué à parler en temps de monde. La deuxième chose concernant les champs agrivoltaïsme. Donc pour habiter à la campagne, quand il y a des champs installés, il y a des barrières tout autour pour protéger ces champs. On sait que pour la biodiversité, plus il y a du morcellement parcellaire, plus les grands animaux ne peuvent plus se déplacer et du coup disparaissent. Enfin voilà, il faudrait qu'on ait juste une réflexion un peu plus poussée sur ces sujets. Laetitia Brottier, allez-y. Sur la première question, merci pour vos questions. C'est vrai que c'est des questions importantes de savoir notamment quelle part d'industrie on veut en France. Alors je vais déjà vous rassurer sur le deuxième part de la question, et ce chiffre de 30 ans pour le CO2, c'était peut-être vrai au moment de la création du photovoltaïque, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. On est sur moins de 2 ans de temps de retour carbone. Je parle bien de temps de retour carbone. Donc n'hésitez pas sur le photovoltaïque. C'était l'époque où on transportait le téléphone portable dans des mallettes.
Du coup, c'est un chiffre qui est complètement obsolète. Et heureusement, dans le photovoltaïque, on cherche à réduire les coûts et à améliorer les rendements. Et donc ça fait qu'on utilise toujours moins de matériaux. Et moins de matériaux, ça fait moins de carbone. Donc, je vous rassure, même avec des panneaux chinois, on est encore bon sur le bilan carbone. Par contre, la question de savoir est-ce que oui ou non, on va avoir une résilience de notre production. Parce qu'on a vu avec le Covid que quand on faisait venir des panneaux de Chine, et en fait, des fois, il y avait des ports qui étaient bloqués et qu'on n'avait plus de panneaux pour installer. On a vu aussi que quand on prend des panneaux chinois, parfois certains des éléments sont fabriqués sous la contrainte. Ça a été notamment le cas dans le scandale des Ouïghours. Alors j'espère qu'il n'y a plus aucun de ces panneaux comme ça en France. Mais on sait qu'on a des problèmes politiques de responsabilité sociétale quand on achète chinois. Donc c'est une vraie bonne question de se dire est-ce que oui ou non il faut industrialiser en France. Enarplan porte à un niveau européen et français des solutions pour que il y a beaucoup en fait de projets aujourd'hui français pour aller vraiment réindustrialiser en France la partie photovoltaïque. Et je pourrais citer Holosolis, Carbone, Voltec, et même nous chez Dualsun, on a aussi cette ambition d'être de plus en plus français. Donc j'espère que les conditions seront réunies. Aujourd'hui, on a un vrai dumping auquel il faut faire face. C'est pas facile du coup d'être rentable quand on est industriel, et je sais de quoi je parle, on est industriel chez Dualsun. Du coup, il faut vraiment qu'on ait des soutiens politiques, c'est-à-dire par exemple des bonus, on ait un tarif d'achat qui soit supérieur, ou alors des contraintes, des appels d'offres qui soient spécifiques. Tout ça, ça nous permettrait de créer un marché pour le Made in France, et ça serait positif. En attendant, vous pouvez toujours mettre dans votre cahier des charges plein de spécifications qui fait que vous aurez plutôt des panneaux français que d'autres. Ça, c'était la première partie de la question. Et sur l'agrivoltaïsme, je vais quand même faire la différence. Il y a des installations au sol qui n'ont pas de culture sous les panneaux. Et il y a des installations qui sont faites en agrivoltaïsme, qui sont là pour protéger les cultures et avoir une synergie de production agricole. Ces deux types d'installations, les deux existent et les deux ont leur valeur. Au niveau de la clôture, c'est peut-être un impact sur les grands animaux, mais j'ai vu qu'il y avait toute une étude sur la biodiversité qui va finir de se rendre cette année, où il y avait quand même un vrai impact, alors positif, pas du tout au moment du chantier, hein, là, à ce moment-là, on est quand même en train de brasser un peu et ça perturbe la biodiversité, mais sur les 25 ans, 30 ans de vie de l'installation, il y a vraiment une biodiversité qui se crée, notamment une biodiversité des sols et une certaine biodiversité qui est positive, et notamment quand on compare notamment avec des parcelles agricoles classiques. Merci Laetitia Brottier. Et Nora Mont, vous aviez une réaction? Oui, alors je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il y avait un projet dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle Énergie partagée, qui permet justement d'accompagner des collectifs de citoyens à choisir le mix énergétique qu'ils veulent pour leur commune, pour leur bassin de vie. Donc voilà, c'est aussi intéressant parce que c'est un collectif qui forcément mixe les habitants, les collectivités et les entreprises locales, et ça permet de collectivement sur un territoire de réfléchir aussi à la meilleure solution, sachant que bon, effectivement, il y en a plusieurs qui se présentent à nous, et c'est quand même intéressant de pouvoir mobiliser les citoyens dans cette réflexion. Voilà, ça s'appelle Énergie partagée. Merci de l'avoir mentionné. Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être une question un peu plus synthétique pour nos panélistes. Oui, bonjour. Voilà, Mathieu Jacques, développeur et formateur justement en énergie pour une multinationale. Pour rebondir justement sur la première question, c'est passionnant de vous entendre, vous écouter tous autour de la table sur tous les projets de développement de l'avenir. Et justement, pour rebondir exactement sur Madame Amon et Nora, sur la connaissance, est-ce qu'il y a, pour ne pas contrer tout ce qui se dit aujourd'hui sur la toile, est-ce qu'il y a, contrer par exemple Jancovici, c'est pour ça que je rebondis, j'ai plein de choses dans ma tête qui tournent, donc je vais essayer de synthétiser le max, mais au lieu d'essayer de contrer tous ces gens qui communiquent sur la toile, sur LinkedIn, sur toutes les plateformes médiatiques qui existent, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre toutes vos forces de toutes les personnes que vous êtes autour de la table et en dehors du projet Être, l'intégrer? Je suis belge, hein, donc à l'éducation nationale par exemple française et à l'éducation européenne ou internationale, et d'intégrer toutes ces connaissances, parce que comme le dit un ami, et j'adore cette phrase, l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire tous ensemble, petits Belges avec la Commission européenne, pour réintégrer et peut-être supprimer, comme on le fait aux Jeux Olympiques, faire disparaître un sport et réintégrer un autre sport plus nouveau, plus frais, plus dynamique,
au niveau de l'éducation nationale, parce que je pense que c'est bien d'étudier l'histoire, c'est important, mais notre histoire est plus importante, celle de demain. Donc si je comprends bien la question, pour être certain, c'est comment est-ce que les enjeux qui ont été partagés aujourd'hui et les différents propos qui ont été tenus par les panélistes, comment est-ce que dès le plus jeune âge et dans le champ culturel partagé, comment est-ce qu'on pourrait davantage les intégrer comme des réflexes, comme une seconde nature. Donc ça pose la question sans doute Exactement, oui. du développement durable dans l'éducation. C'est un champ qui progresse et est-ce qu'on peut faire plus? Comment est-ce qu'on peut faire plus? François Gémen? Bon, c'est une question belge, donc je vais répondre. C'est quand même, c'est évidemment un enjeu qui est très important et je pense qu'on sera absolument tous d'accord sur ce sujet. C'est néanmoins un domaine dans lequel on progresse. Et je crois qu'il faut pouvoir le dire qu'il y a eu en France, il y a quelques années, une réforme des programmes scolaires et donc ces sujets maintenant sont enseignés au collège et au lycée. Et je crois que beaucoup d'autres pays européens notamment ont fait le pas. Je pense que la Belgique est plutôt en retard, malheureusement, sur ces sujets. Aujourd'hui en France, il n'y a plus une seule université ni une seule grande école qui ne propose pas un cours sur les enjeux écologiques à ses étudiants de première ou de deuxième année. Je crois que c'est un saut qualitatif très important qui a été fait au cours des dernières années. Maintenant, il y a encore énormément de rattrapage à faire. Il y a beaucoup de rattrapage à faire, je dirais, sur le décloisonnement des filières d'apprentissage. Il y a encore des gros enjeux de formation. On en parlait sur les questions des électriciens. Il y a plein de métiers de la transition pour lesquels on va manquer aujourd'hui de bras et de cerveau. Il y a aussi, je crois, dans la manière dont on va organiser la connaissance, il y a encore un cloisonnement beaucoup trop fort entre les sciences sociales et les sciences naturelles, ce qui fait que beaucoup de responsables politiques et économiques arrivent dans des positions de pouvoir sans avoir une culture scientifique suffisante. Et à l'inverse, il y a aussi parfois, il faut le dire aussi, du côté des scientifiques, des sciences dures, une sorte de naïveté politique et économique qui veut croire qu'on va renverser le système d'un coup, etc., et qui est parfois tout à fait stérile. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là. Un autre enjeu, c'est de rattraper ceux qui ont aujourd'hui 40, 50, 60 ans, qui sont dans des positions à responsabilité et qui n'ont pas reçu cet enseignement parce qu'ils ont été à l'école trop tôt. Et donc il y a un grand enjeu de formation des dirigeants, des cadres de leurs entreprises. Et là, on commence à se mobiliser sur ce sujet, mais le chantier est absolument gigantesque. Et là encore, on est plus avancé en France que dans d'autres pays européens. Je ne parle même pas des autres pays industrialisés. On sait que par exemple, le niveau de débat sur les questions écologiques est très différent entre l'Europe et les États-Unis. Il faut pouvoir le dire, est beaucoup plus avancé en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis ou au Canada. Troisième enjeu que vous avez évoqué, c'est le fait que tant de gens aujourd'hui s'informent sur ces questions à partir des réseaux sociaux. Et que vous avez ces vidéos interminables postées sur des sites qui sont parfois un peu complotistes, avec des longs entretiens de 2 heures ou 3 heures, où vous allez souvent trouver, il faut le dire, parfois un peu n'importe quoi. Il faut bien comprendre que la logique des algorithmes des réseaux sociaux, ça va être de favoriser les messages qui vont cliver, les messages qui vont diviser et les messages qui vont susciter des sentiments négatifs, qui vont susciter de la colère, qui vont susciter de l'indignation, qui vont susciter de la peur. Et donc, très clairement, les réseaux sociaux vont mettre en avant ce type de messages et ce sont les messages qui vont susciter le plus d'engagement. Et vous avez aujourd'hui toute une série d'influenceurs sur les réseaux sociaux, y compris dans le domaine de l'écologie, dont le modèle d'affaires repose effectivement sur les engagements qu'ils vont pouvoir créer avec la communauté qui les suit et ça va leur rapporter de l'argent. Et donc plus ils vont être clivants, plus ils vont susciter de l'indignation, plus ils vont susciter de la peur, plus ça va leur rapporter de l'argent. Et donc on a une vraie question aujourd'hui pour savoir comment on fait pour contrer, je dirais, cette désinformation qui circule sur les réseaux sociaux un peu partout. Et moi je suis très frappé, et je suis désolé de faire un plaidoyer un peu pro-domo ici, mais d'avoir aussi dans les médias une sorte de relativisme sur la question de l'expertise. Je me suis déjà retrouvé sur des plateaux de télé avec un bandeau en dessous de moi qui disait « expert du climat », à côté d'un gars de Greenpeace et d'un gars de Total Energy qui était aussi décrit comme expert du climat. Je ne mets pas du tout en cause le niveau d'expertise sur le climat des gens de Greenpeace ou des gens de Total Energy, mais simplement, on ne fait pas le même métier, on ne poursuit pas les mêmes intérêts. Et je pense que c'est très important de remettre un peu de science dans le débat public et que les gens sachent que la différence
entre un chercheur, un scientifique et un militant ou un industriel quand il parle, c'est que le chercheur, le scientifique, va chercher à promouvoir l'intérêt général plutôt que des intérêts particuliers. J'aimerais abonder juste en un mot. En un mot, ce que dit François Gemène, et c'est fondamental. Je vais vous dire, monsieur, la future génération qui vient de naître ou qui a 5-10 ans nous en voudra énormément si on n'investit pas massivement sur la pédagogie et sur l'éducation. On va être, je vous assure, extrêmement rejeté par cette génération si on ne fait pas ce travail-là. La loi de 2016, par exemple, dans le 3e paragraphe, en tant qu'élu, j'avais demandé aux parlementaires d'intégrer la transmission au niveau de l'éducation et de l'instruction civique. Le 2e point, c'est qu'il faut savoir dans l'histoire que nous venons de traverser, les citoyens ont déposé des innombrables plaintes en France, en Europe, dans le monde, au Pakistan notamment. Un agriculteur pakistanais avait saisi un tribunal, François le sait très bien. Les tribunaux et la justice n'avaient pas les outils. Qu'est-ce qui s'est passé? Les citoyens se sont organisés dans des ONG, des associations, mais surtout, la jeune génération est devenue start-upper. Ils se sont dit, nous, ce système, on n'est pas d'accord, et ben on va créer de la green economy. Tous les gros start-uppers dans le milieu alimentaire, Fulsoon, Phoenix, Linky, Ecosphere et tant d'autres, sont des trentenaires, des vingtaines. Ils ont créé des licornes. Cette jeune génération est extraordinaire. Fondez-vous sur la déclaration, le discours de Obama. Il disait que ses 2 enfants l'envoyaient vers des sujets et des idées auxquels il n'avait même pas à lui penser. Voilà ce que je veux vous dire. Si vous négligez cette génération qui arrive, et si on ne l'organise pas, on va avoir un retour de bâton énorme. Merci. Enora Hamon, Adrien Courret, je vous laisse intervenir en gardant en tête qu'il nous reste un peu moins de 3 minutes. C'est bien, les questions-réponses, ça permet de reparler des projets dont je n'ai pas eu le temps de parler, mais qui étaient quand même sur ma liste. On parlait de l'éducation nationale. Il y a un projet qui est né à Roubaix, qui s'appelle Choisis ta planète, et qui accompagne des classes chaque année à monter des projets audiovisuels sur l'un des objectifs de développement durable. Donc ce sont les enfants, les élèves qui choisissent avec leur enseignant la thématique. Donc ça peut être zéro pauvreté, égalité entre les genres, transition écologique, vie aquatique, enfin l'un des 17 objectifs de développement durable, et vont monter un projet autour de ça. Tout l'intérêt de la France Engage, c'est ça, c'est de pouvoir aller détecter partout en France, dans les plus petits territoires, ce qui fonctionne, de les accompagner à grossir, et s'ils fonctionnent, de pouvoir éventuellement inspirer des politiques publiques, parce que ça a fonctionné. Et donc, alors on est tous en train de s'inspirer de ce qu'a dit Obama hier, mais il disait, inspirons-nous des réussites et utilisons mieux l'argent qui existe au lieu de dire il en faut toujours plus. Aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent, il y a plein de gens très engagés. Moi, je ne crois pas du tout au fait qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus politiques, les jeunes ne veulent plus s'engager. Non, c'est pas vrai, ils font différemment. Ça nous perturbe un peu. Je ne me considère plus comme jeune, je vous le dis tout de suite. Et voilà, et donc c'est aussi tout l'intérêt de pouvoir chacun aller détecter des innovations et de les aider à grossir pour ensuite qu'éventuellement ça devienne des politiques publiques. Merci. Adrien Courret, je vous laisse clôturer. Alors, clôturer, ce sera un bien gros mot, mais pour reprendre votre question, c'est finalement, malgré le bruit des réseaux sociaux, parce qu'on a beau être collé dessus, la vraie vie ne se passe pas totalement là, même si ça a une influence, comme l'a rappelé François Gemène. Pour moi, ce qui est clé, parce que le flux et le reflux des enjeux environnementaux, on le connaît depuis les années 80. Il y a eu des périodes de mieux, il y a des périodes de moins bien, souvent dans des moments de crise économique ou de crise plus globale. Donc moi, la question que je me pose en vous écoutant, c'est comment mettons des taquets ou des cliquets qui fait qu'il y a des sujets sur lesquels on ne reviendra pas en arrière. La question de la formation, elle est absolument clé et elle est absolument fondamentale. Ce que tout à l'heure j'exprimais sur des obligations très statutaires en Assemblée générale des entreprises pour s'engager fermement, presque fiduciairement sur des trajectoires environnementales. Et puis il y a le grand public. Et moi je trouve qu'il faut créer des outils qui simplifient la lecture d'un consommateur, d'un citoyen, ou quand je fais appel à telle entreprise, à tel service, quelque part, comme il y a un Nutri-Score, mon éco-score, il est où? Alors ça a plein de limites ces approches-là, parce qu'évidemment, il y a des limites méthodologiques, qu'est-ce qu'on met derrière ça? Mais s'il y a un élément qui nous manquait aujourd'hui et qui ancrerait progressivement à la fois un outil, mais un discours autour de l'outil, c'est ce type de résumé-là. Et c'est ça qu'on pourrait peut-être essayer de construire de façon totalement transsectorielle. Donc créer ce taquet qui fait qu'il n'y aura pas de retour arrière ou si peu. Merci à toutes et à tous et merci à nos panélistes. Je pense qu'on peut les applaudir fort.